Au moment où le dernier ouvrage de Bertrand... Les gens, non, en vrai, premier degré, on regarde peut-être pas toute la vidéo. Mais j'ai envie d'écouter un peu Bertrand Badi sur ce qui se passe en ce moment. J'ai envie. Laissez-moi tranquille. Je l'ai réclamé, c'est arrivé, donc voilà. Bertrand Badi, L'Art de la paix, sort dans les librairies. L'Art de la paix, après l'art de la guerre de Sun Tzu. Ah ouais, carrément. Putain, il s'inscrit dans la filiation directe de Sun Tzu. Waouh. Ouais, Bertrand Badi, le meilleur des badis. Hein. Mais en accéléré, alors pitié. S'il parle lentement, s'il parle vite, non. Le fracas des armes se fait encore plus tonitruant au Moyen-Orient. Oui, il est modeste, oui. Après les assassinats de chefs emblématiques du Hamas et du Hezbollah via des frappes au Liban et en Iran, attribuées à Israël ou assumées par Israël, après des tirs de missiles iraniens ou du Hezbollah sur Israël, après un début d'invasion du Liban par Israël, tout ça c'est dans le désordre, c'est la guerre ouverte entre Téhéran et Tel Aviv. C'est aussi l'implication inconditionnelle des États-Unis aux côtés d'Israël, avec les risques d'alliances croisées et les incertitudes que l'on peut imaginer. Oui. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and US military. Putain, et si je parlais bien anglais, j'aurais trop aimé inviter Joe Sacco en stream. Le problème, c'est que je ne parle pas bien anglais. En vrai, il faudrait peut-être que je fasse ça. Je reprends des cours d'anglais, un peu intensifs. Comme ça, je suis capable d'inviter des gens qui parlent anglais. Et après, je fais une interview en stream et personne comprend rien. Mais par contre, après, on met des sous-titres pour YouTube. Ça pourrait être bien. Il y a tellement de gens que tu pourrais ramener. Émile Ferris, Joe Sacco. Moi, il y a trop de gens qui m'intéressent en vrai. On t'embauche un traducteur, il y en a partout. Ah ouais, pour que ça finisse comme chez PDH, là. Je me rappelle bien à l'époque. Hein. Quand ça avait invité Tommy Curry, la traduction était aux fraises. Hein. Pardon. Une merde. To intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against. En plus, je suis une merde parce que c'est Norman Adjari qui avait traduit Tommy Curry en direct. C'est même pas un traducteur. Demande à Cassandre. Oui, c'est vrai, Cassandre peut. On peut. The brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. C'est la guerre, disais-je, mais une guerre attendue, préparée, souhaitée au moins par certains protagonistes. Adieu que la guerre est jolie, déclamait avec une ironie amère le poète Apollinaire en 1915. Et aujourd'hui, jusqu'où allons-nous être conduits? Ce qui se passe au Moyen-Orient témoigne-t-il d'un mépris désormais partagé pour les paix bancales et rudes à maintenir et d'une fascination pour les bonnes guerres? J'en parle tout de suite avec Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po. Incroyable. C'est l'heure de sa chronique. Regardez-le, la meilleure des badis. Le monde n'a pas de centre sur le média. C'est ma seule blague, ça me fait rire. Le titre, il veut rien dire. Hein. Le monde n'a pas de centre. Du coup, si tu barres n'a pas, le monde de centre. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde de centre? Genre, hein? Le titre, faut engager quelqu'un là pour le titre. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, est-ce qu'on peut dire... C'est quoi ton délire sur ce mec? C'est l'un des professeurs d'université les plus éclairés et les plus doués pour parler de la question de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc on écoute, on se tait et on écoute la plus belle des badis. Voilà, c'est tout. Sans être coupable d'exagération qu'avec le face-à-face frontal avec l'Iran, Benjamin Netanyahu... J'ai pas compris la critique faite au titre. Le monde n'a pas de centre. Ils ont barré n'a pas. Le monde de centre, ça n'a aucun sens. Genre, le titre ne fait pas de sens. Le fait de barrer n'a pas ne change rien. C'est juste on comprend pas la phrase le monde de centre. Pourquoi barrer n'a pas? Voilà, genre c'est... Oui. Il y a besoin d'expliquer plus ou... Exagération qu'avec le face-à-face frontal avec l'Iran, Benjamin Netanyahou tient enfin sa guerre qui mettra fin aux pudeurs de gazelle des États-Unis, première puissance mondiale, et lui permettra de triompher de ses ennemis dans la région, mais aussi de rester au pouvoir encore longtemps dans son pays. C'est ce qui fait peur, parce que effectivement, on voit bien le lien intime qu'il y a entre politique et guerre, entre pouvoir et guerre, comment... Oui, bon, c'est vrai qu'il parle comme un personnage de Franklin à la tortue. Hein. On va accélérer un petit peu, Oussem avait raison.
qu'il y a En 0,75, ok. Vous voulez Bertrand Badi en mode encore plus Franquin la tortue? entre politique et guerre, entre pouvoir et guerre, comment l'un et l'autre s'acoquinent de manière tout à fait remarquable. Là, c'est Bertrand Badi au bar 4h du mat, là. Bon, allez. La guerre renforce l'État, renforce l'armée, renforce la centralisation du pouvoir, renforce la bureaucratie, renforce la fiscalité, mais la guerre aussi protège ceux qui la font, à défaut de protéger ceux qui en sont victimes. Hein. Et donc, il y a tellement de liens entre le fait guerrier et le pouvoir politique que l'on comprend qu'un dirigeant d'un pays qui est en situation de difficulté, il ne faut quand même pas oublier ce qu'est l'histoire judiciaire de Netanyahou, qui est dans une situation institutionnelle. Oui, bon. Après, ça, c'est la take que tout le monde a un peu. C'est un peu la take principale, la plus évidente. C'est oui, la guerre permet à Netanyahou de prolonger sa capacité à rester au pouvoir. Et puis surtout, ça permet de ne pas déclencher, d'empêcher de déclencher des enquêtes en temps de paix sur les exactions qui ont été commises, que ça soit à Gaza, ou même faire l'inventaire un peu de ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce qu'il y a des histoires comme quoi l'armée aurait elle-même tiré sur des civils, etc., etc. Bref, tout un travail d'enquête qui peut pas se faire si c'est un terrain de guerre. Je veux dire, les gens peuvent pas aller se déplacer, il y a des militaires pour protéger la zone, etc. Enfin bon, bref, c'est trop compliqué. Donc, la guerre a quand même cette utilité-là. Plus la guerre dure, plus Netanyahou se protège aussi de potentielles poursuites judiciaires, en fait, par rapport à ses actes. Incertaine, puisque sa coalition est pour le moins fragile, qui est aussi dans une situation assez critique pour une raison très simple. C'est que, voilà 76 ans que le pouvoir israélien veut venir à bout de la résistance palestinienne, il n'y parvient pas. Et en même temps, et c'est là que, je dirais, le drame se noue, il n'y a pas de plan B en Israël. C'est-à-dire qu'Israël part du postulat qu'il est menacé dans sa sécurité, que cet État est menacé dans sa sécurité, que cette population est menacée dans sa sécurité, et qu'il y a une seule façon de faire parade à cette menace, qui est l'usage de la force. Mais en même temps, deuxième fois, plus on fait usage de la force, et plus on s'aperçoit... Comment ça s'appelle déjà la politique de non-sauvetage des otages? C'est un nom de doctrine précis. Oula, tu me poses une colle, je suis même pas au courant qu'il y avait un nom précis pour ça. Mais si quelqu'un l'a, c'est intéressant. Hannibal. Hein? Attends, quoi? La doctrine Hannibal? C'est vraiment ça? Hannibal Directive. Ça veut dire que quand... Être un fils de pute. Mais pourquoi Hannibal? Genre en mode tu cannibalises ton propre peuple pour en faire des martyrs et genre c'est... Doctrine Hannibal, je connaissais pas du tout. Deuxième fois, plus on fait usage... Attendez, directive Hannibal. Ah, je suis grave curieuse. Ça a un nom. La directive Hannibal, ou procédure Hannibal, est une directive secrète de l'armée de défense israélienne dont l'objectif est d'empêcher la capture des soldats israéliens par des forces ennemies au cours du combat. Israël, à quelques notables exceptions, a adhéré au principe consistant à ne pas négocier avec ceux qu'elle considère comme des terroristes, en particulier lors des prises d'otages. Cette doctrine a connu des succès remarquables lors de l'opération NTB, par exemple, ainsi que les échecs retentissants avec de nombreuses pertes humaines lors du massacre de Mahalo, et non pas Saint-Malo. Dans des situations où les soldats israéliens avaient été capturés et qu'aucune solution militaire n'était envisageable, Israël a été contraint de négocier en échange de prisonniers avec ses ennemis. Ces négociations ont donné lieu à la libération de centaines voire de milliers de détenus. Mais j'ai pas compris du coup là. Parce que la directive, elle dit qu'il ne faut pas d'otages, qu'on négocie pas avec les terroristes et qu'après on fait des échanges d'otages. Je comprends pas. Et c'est tout et son contraire. Attends, le contexte qui a provoqué la formation de la directive est la capture de 2 soldats israéliens au cours d'une embuscade menée par le Hezbollah, au sud du Liban en juin 1986. Les 2 soldats sont probablement tués au cours de l'attaque et leurs dépouilles sont restituées à Israël dans un échange avec le Hezbollah. Les auteurs de l'ordre sont alors 3 officiers supérieurs. L'armée de défense d'Israël, le major général dit aussi... Si un de tes gars se fait prendre, il vaut mieux le tuer. C'est ça leur principe?
Ils tuent les otages au lieu de les sauver. D'accord. De la force, et plus on s'aperçoit qu'on ne parvient pas à, comme on dit, éradiquer la résistance palestinienne. Donc, c'est un paradoxe. Quand tu n'as pas de plan B, que tu t'entêtes dans une solution qui n'a aucune efficacité, quel est l'autre choix que ce que l'on appelle l'escalade, c'est-à-dire continuer à gravir les marches de l'usage de la force et de la puissance. Alors, peut-être qu'il se dit, Benjamin Netanyahou, que les États-Unis étant la première puissance militaire mondiale, le fait que désormais ils soient face à l'Iran, ennemi historique des États-Unis, fait que les États-Unis vont se mettre tout à fait à ses côtés et l'Occident va... Oui, mais pas le Liban. C'est ça le problème un peu. Les États-Unis sont pas spécialement hostiles au Liban. Par contre, les Iraniens, oui. Se mettre tout à fait à ses côtés et que... Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment laisser faire un massacre au Liban, quoi? C'est ça aussi la question. Surcroît de puissance qu'il gagnera lui permettra de triompher vraiment d'un point de vue militaire. Oui, je crois qu'il y a un mélange de convictions. Parce que c'est quoi les alliés du gouvernement libanais? Les alliés du Hezbollah, c'est évidemment l'Iran et compagnie, mais le gouvernement libanais, c'est pas pareil. Il y a d'autres formations politiques au nord et tout ça. Il y a la France, oui, évidemment. Mais je sais pas. Personne? Ah ouais, vraiment? Pas grand monde? Ah ouais? Moi, je pensais que ça rayonnait quand même, le Liban. Il y a juste la France, quoi. Juste l'histoire du protectorat, c'est resté, et voilà. Le Liban, c'est Osef. Waouh, vous êtes dur. Le gouvernement libanais est super faible et isolé. Et comment un pays comme ça n'a pas de soutien alors qu'ils ont une si bonne cuisine, en vrai? En vrai, c'est bon leur cuisine, hein. Pardon. Moi, je pense à la cuisine. Quand on me parle de Libanais, je pense à la bouffe. De stratégie et de pari. Top tier, ah oui, oui. La conviction, c'est quoi? C'est qu'effectivement, Netanyahou, mais bien avant Netanyahou, la plupart des dirigeants israéliens, et même Herzl, lorsqu'il a construit le sionisme, c'était pour concevoir celui-ci comme la pointe avancée de la civilisation occidentale dans un ordre de barbarie. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui relève presque de la théologie, c'est-à-dire nous avons une mission civilisatrice, en cela nous sommes la pointe avancée de l'ensemble des États occidentaux, donc les États occidentaux ne peuvent que nous soutenir. Et ça, c'est un refrain qu'on retrouve. Et ça marche depuis. Ça a été le compromis pour obtenir de la part d'antisémites un feu vert pour créer un État juif littéralement colonial. C'est chiant. Non, c'est pas chiant. Arrêtez avec vieux man, c'est ta gueule. C'est pas chiant du tout, l'histoire de trucs de Herzl et tout ça. C'est hyper intéressant de voir... ça a été un compromis. C'est une manière de réussir à draguer la bourgeoisie anglaise de l'époque, là, pour leur permettre d'avoir un soutien. Sinon, c'était pas possible, ils étaient antisémites. Théologie coloniale, oui. Marche parce que, et ça c'est peut-être l'élément nouveau, les dirigeants occidentaux, la classe politique... Je le connais pas, mais il a une vibe Finkielkraut. Mais c'est horrible, c'est-à-dire que n'importe quel vieux qui a Parkinson devient Finkielkraut. Et ça c'est peut-être l'élément nouveau, les dirigeants occidentaux, la classe politique occidentale, en est de plus en plus convaincue. Du temps des affrontements d'hier, d'abord du temps de la création de l'État d'Israël, des premiers temps d'État d'Israël, il y avait encore un débat en Occident en disant mais est-ce que véritablement c'est la meilleure des formules possibles? Bah oui, ça n'a pas plu à grand monde. Hein. Ça n'a pas trop marché. Hein. Je veux dire, en un demi-siècle, même plus, ils ont réussi à mobiliser 40 000, 50 000 personnes, dont certains qui étaient des prolos qu'on a un peu déplacés de force en mode oh, si tu veux de la thune, si tu veux régler tes dettes, va en Israël, quoi. Bref. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, ça n'avait pas vraiment de succès. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a permis à la sortie des camps de concentration et tout ça, de créer un réservoir de population pour Israël impressionnant. Et c'est là que ça a commencé à faire vraiment bouger les choses pour ce petit État naissant, quoi. Il n'était pas un État, je rappelle, un foyer juif. Mais non, ça plaisait pas spécialement aux Juifs d'Europe, hein, ce truc-là. D'Europe, en fait, parce que ça insistait sur cette idée aussi que le Juif n'a pas de terre, ce qui plaisait pas du tout aux Juifs. Hein. Les Juifs, ils étaient en mode, mais non, laissez-nous vivre chez nous. Alors, certains ont été forcés de quitter l'Europe. En fait, c'est pas ça. C'est que quand ils sont sortis des camps, on leur a pas donné de billets de retour pour retourner chez eux. Il y avait pas ça. On leur a dit bon bah désolé, vous allez pas rentrer à la maison. Par contre, vous pouvez aller dans un nouvel État avec que des Juifs et vous serez protégés. Et imaginez bien que quelqu'un qui sort d'un camp de concentration,
Ta première réflexion, c'est pas de se dire c'est un état, c'est quand même un état colonial. Alors j'ai un peu réfléchi, j'ai peut-être pas envie d'y aller. Ça me semble être un état colonial. Voilà, j'ai pas envie de participer à ça. Non, non, tu sors des camps, tu te dis ah, il y a un état avec que des juifs. Bah je vais y aller. J'ai plus envie de revivre ce que j'ai vécu. Je vais y aller. Voilà, c'est comme ça que ça a marché aussi, quoi. Genre c'est. Et puis après, ils avaient pas le choix. Hein. On leur a fermé les portes. Hein. Ils avaient pas le choix. Hein. Les trains n'allaient pas à destination. Arrête, c'est trop accurate. Bah c'est vrai. Maintenant, on voit de plus en plus, alors qu'en France, on a dépassé la fameuse politique arabe qu'avait initiée le général de Gaulle. Les victimes des camps sont super maltraitées en Israël aussi, c'est honteux pour leur vision. Bah, j'ai pas les détails, mais moi ce que j'imagine, c'est que c'est tout simplement une histoire de capital économique. Ça veut dire qu'ils ont débarqué en haillons, traumatisés par la guerre et tout ça. Et globalement, là, il y avait déjà une bourgeoisie locale installée qui était en mode, mais c'est quoi ces bouffons, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Ça va être un poids pour nous. Je sais pas. Et c'est ça? Je me trompe? Tu te retrouves dans un état nazi 80 ans plus tard. Oui, bah oui. J'ai eu un débat l'autre jour où quelqu'un me soutenait que juif c'était juste une religion. Aujourd'hui, moi je soutenais que c'était employé encore aujourd'hui pour désigner un peuple, une ethnie et une religion. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que c'est ce qui est dramatique, c'est que sur la question israélienne, l'antisionisme inévitablement germe. Inévitablement, il y a de plus l'antisémitisme, pardon, je me suis trompé. Inévitablement, il y a de l'antisémitisme. C'est parce que dans les médias, ça arrête pas de faire le parallèle. Ça ne se prive jamais de faire le parallèle, de dire que c'est l'état des juifs, que c'est vraiment les juifs auxquels on s'attaque, quoi. Donc du coup, les gens qui sont pas formés politiquement, ils écoutent les médias et ils se disent ah bah c'est ça, c'est un état juif, donc c'est les juifs le problème, voilà. Et la boucle devient la boucle. Et désolé, mais c'est certainement pas nous, ou Mélenchon, ou l'extrême gauche, ou des groupes palestiniens et tout ça, qui alimentons ça. Nous, on l'alimente pas. On n'arrête pas de répéter quand même qu'il y a une distinction à faire entre antisionisme et antisémitisme. On arrive à le faire à notre échelle, on arrive à convaincre des gens autour de nous. Mais c'est pas pareil pour quelqu'un qui a aucun lien avec des milieux militants et politiques, et qui regarde juste la télé, et qui se dit « Oh putain, donc le problème avec Israël, c'est les juifs. » Bah oui. Voilà. C'est pas la faute de l'extrême gauche ou quoi que ce soit. Il y a de plus en plus, dans le monde politique, un front commun pour effectivement adhérer à cette conviction. C'est différent dans la société et l'opinion publique, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'aspect conviction. Deuxièmement, il y a un aspect stratégie. Ah, genre si Moufette voulait devenir juive, est-ce qu'elle pourrait, ou c'est un par mariage? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est une religion dans laquelle on peut entrer? Genre, comme l'islam, là, tu récites un truc et l'opinion publique, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est l'aspect conviction. Deuxièmement, il y a un aspect stratégie. L'aspect stratégie, j'ai commencé à l'effleurer tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'autre façon de se défendre que d'attaquer. Et que de faire usage de la force. Que le rapport de force, de toute manière, est la meilleure des protections. Alors on a vu au 7 octobre que c'était pas vrai, d'une part, comme les États-Unis l'ont découvert le 11 septembre 2001, et puis d'autre part, on s'aperçoit que la puissance, la force, la coercition, ça ne marche plus nulle part. Ni au Vietnam, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni dans les guerres de décolonisation, ni aujourd'hui en Kanaki, par exemple, on pourrait multiplier les exemples. Et puis enfin, il y a... Putain, quel bordel, hein. Moi, je vous répète, hein, ce qui sème le trouble à notre époque, c'est Internet. Cette réflexion qui paraît un peu bidon, je la renforce d'autant plus que là, en m'intéressant à Rabelais, je me suis intéressé à la Renaissance. À la Renaissance, il y a l'invention de l'imprimerie. Très sincèrement, le bordel des guerres de religion, protestantisme, la réforme et tout ça, c'est extrêmement lié à l'imprimerie. Je veux dire, Luther n'aurait jamais pu avoir autant d'impact sur les consciences des gens s'il n'y avait pas eu le développement des tracts. Le fait de pouvoir imprimer des tracts et 2 jours plus tard de les diffuser dans tout le pays pour expliquer un truc. Ça n'existait pas avant. Et Internet, à notre époque, sème le même trouble. Le contrôle de l'information devient beaucoup plus compliqué, quoi. Tout le monde a un canal de discussion potentiel, tout le monde peut parler. L'imprimerie, la papier. Quoi? Mais non, mais voilà quoi. On va en reparler avec Vieuxman, mais... Il y a un pari. Et ce pari, c'est... Le média, premier véhicule de la haine. Ah, ça, c'est une vision un peu bête. La première chose qu'il a fait, Marx, après le manifeste, c'est aller fonder un média. Genre, le média, t'en fais ce que tu veux. Déjà, ça dépend.
Et ce qu'il faut suivre de manière attentive, c'est que Netanyahou va, par ce geste militaire, en même temps reconquérir une opinion publique israélienne qu'il avait en grande partie perdue. Et ça marche un peu. Sa cote de popularité est meilleure en Israël aujourd'hui qu'il y a quelques mois. C'est-à-dire l'effet guerre et l'effet mobilisation, c'était là le pari, semble marcher. Et puis le deuxième pari, c'est que effectivement, en liant la conviction et la stratégie, il pourra mener une guerre contre l'Iran, parce que je crois qu'effectivement c'est la cible principale, c'est ce que les dirigeants israéliens perçoivent comme la plus forte menace sur leur propre sécurité, et qu'il pourra en profiter. Et c'est dans le verbe « profiter » que se situe l'essentiel du problème, pour démanteler l'équipement nucléaire iranien. Alors pourquoi démanteler l'équipement nucléaire iranien? L'équipement nucléaire iranien en voie de constitution. Hein. L'Iran n'a pas la Ah, ils ont pas la bombe, ok. bombe aujourd'hui. Ok. Pourquoi faut-il insister? Bah oui, c'est vrai. Après, je crois qu'ils ont eu un changement de politique. Genre, il y a le mec qui était là avant qui est mort, et maintenant ils ont un peu plus des réformistes au pouvoir, il me semble. S'attaquer au programme nucléaire iranien, non pas tellement parce que Israël est menacé d'un holocauste nucléaire. Il est évident que si jamais un jour l'Iran avait la bombe et qu'il l'utilisait contre Israël, Téhéran n'existerait plus dans les 15 secondes qui suivraient. Donc c'est Bah oui. pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, Et en plus, ça va. L'Iran a pas non plus beaucoup d'alliés. Je pense que s'ils se font nuke, ça va pas réagir derrière ailleurs. Hein. c'est si l'Iran finit par acquérir l'arme nucléaire, Israël n'aura plus le monopole de l'arme nucléaire dans la région du Grand Moyen-Orient. Et ça, c'est quelque chose qui contredit l'exigence de puissance. Mais attends, Israël n'a pas le monopole au Moyen-Orient. Mais l'Arabie Saoudite, ils ont pas Attendez, l'Arabie Saoudite, ils ont pas la bombe nucléaire, par exemple? Non? Ah ouais? Je vous les donne, c'est cadeau, je vous donne tout mon argent de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Merci Mistro pour les 1 euro. Putain, il faut que je supprime les dons de 1 euro. Non mais respectez-moi si vous les donnez un peu plus quand même. Oui. Il y a très peu de pays qui l'ont. On n'est vraiment pas beaucoup à l'avoir, ok. C'est le cas, l'Iran la serait procurée. Non, pas forcément, parce que l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils sont pas alliés. Hein. Après, ça peut vite circuler, mais... Mais putain, c'est fou, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, on conclut des accords et tout ça. Ils ont pas peur, hein. Merci Altef4. Moi, je pensais que vu qu'ils jouaient des coudes avec l'Occident, ils avaient pu réussir à négocier la bombe nucléaire. Et du coup, ils l'ont pas. L'Iran là, c'est une question de temps avant que la Turquie et l'Arabie Saoudite la font. D'accord, ok. Ah oui, oui. Ah, ça foutrait le bordel pour les Américains. Dont je parlais tout à l'heure, l'exigence de dissuasion dont je parlais tout à l'heure, et que donc les dirigeants israéliens, et pas seulement Netanyahou, jugent inacceptable. Astrimoche reproche de recevoir de l'argent. Non, c'est vrai, pardon. N'hésitez pas à faire des dons, à vous abonner, des bits et tout, oui. Alors, est-ce que quelque part dans cette Non, donnez pas 1 euro, c'est cringe, c'est bon. fuite en avant-guerrière, il n'y a pas une sorte de foi quand même dans les vertus purificatrices de la guerre, d'autant Merci Shokage pour le sub offert à Billy Bleu la flûte. Merci beaucoup. plus que nous sommes sur une terre sainte où les messianismes sont nombreux. Est-ce que cela effleure Ingénieur en Iran, ça fait bien 10 ans qu'on l'a en vrai, mais faut pas le dire aux chiens d'Occident. Mais ous Tu es développeur informatique en France et tu vas en Corée. Je travaille en Allemagne. Arrête. l'esprit des dirigeants israéliens, ou alors c'est juste une narration à l'usage d'une partie de la population? Moi, je crois que le narratif... Et ailleurs aussi dans le monde... Mohamed Ben Salman relance le projet nucléaire saoudien. Ok. Et comment réagissent justement les Occidentaux vis-à-vis de ça? C'est bizarre un peu de s'acoquiner autant avec l'Arabie Saoudite et de derrière vouloir leur taper dessus si jamais ils ont un projet de truc nucléaire. Faut faire genre la Corée, mais c'est surtout en Chine qu'on s'arrête. Ah ouais, ok. Chiites, musulmans, partout en fait, c'est à peu près... Il faut être prudent. Oui, alors un truc que je ne sais pas du tout me repérer, justement dans cette histoire au Moyen-Orient et tout ça, c'est les solidarités chiites, sunnites et tout ça. Alors là, par contre, je suis paumé. Genre, je sais pas identifier les zones de population. Des fois, c'est au sein des pays même, les différences de schisme et tout.
Je vous avoue que je suis perdu vis-à-vis de ça. J'arrive pas à repérer vraiment. T'inquiète, j'en garde un de côté pour les streamers qui te font de la concu, vas-y. En fait, c'est pas clair, ils ont eu un programme dans le pass, et ils ont arrêté, mais beaucoup de spécialistes doutent de l'arrêt du programme. Ok. Ça serait illogique d'arrêter complètement un programme nucléaire. Hein. Oui. Chiites, musulmans, partout en fait, c'est à peu près... Il faut être prudent, Théophile, parce que le narratif principal, je crois l'avoir dit tout à l'heure, nous sommes la civilisation, et c'est vrai qu'il y a une dimension messianique à cette civilisation, c'est-à-dire une civilisation créée, voulue... Regarde la carte moufette, attends. Carte... Chiite... Sunnite. On va peut-être y comprendre un peu plus, hein. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis pas renseigné sur le schisme aussi. Je comprends pas vraiment l'apparition du schisme. En vrai, ce serait un sujet, il faudrait que je me renseigne. Hein. Comment apparaît le schisme? Pourquoi? Mauvaise carte. Ah, c'est pas bon. Même quand je dors, merci Altalir. je reçois des virements. Merci beaucoup pour les 5 subs. Même quand je dors, je fais de l'argent. Merci, ça fait plaisir. C'est limite complotiste de dire ce que j'ai écrit, c'est pas avéré. De quoi? L'Irak est trop rouge. Oui, l'Irak c'est morcelé, non? Le programme de 5ème. Non, c'est faux. Éclater cette carte? Demande à Wissam. Ouais, un jour je lui demanderai qu'il m'explique, oui. Il y a d'autres choses à faire aussi. Hein. En Irak, c'est pas la majorité de la population. Oui. Persépolis en parle un peu? Peut-être. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Persépolis, je vous avoue. C'est vieux, hein. Mais je me renseignerai. Ou alors on fera un stream où j'essaye de comprendre. Chiites pensent que les imams qui descendent du prophète ont un rapport privilégié à Dieu. Attends, ça veut dire que les chiites, ils sont plus... Alors désolé, je vais employer des notions chrétiennes pour essayer de comprendre. Les chiites sont plus basés sur une institution ecclésiastique. Et ils se reposent plus sur une institution... Et c'est plus des ecclésiastes en quelque sorte. Chez les chiites, il y a un clergé organisé. Ok, c'est ça, oui. Ok, alors que les sunnites sont plus des réformateurs, plus liés au sens du texte, et donc à la parole révélée du prophète ou de Dieu. Il y a un clergé chez les chiites plus que chez les sunnites. Ok. Clergé organisé, excellent son d'ailleurs. Bravo Marseille. Pff. En gros, les chiites reconnaissent des descendants du prophète, pas les mêmes que les sunnites. D'accord. Mais j'imagine que les sunnites, ils sont un peu plus dans quelque chose de... Un peu comme les protestants, peut-être, non? Les sunnites sont protestants. Bah, c'est un peu le parallèle que je me demande. Les sunnites, ils ont peut-être un rapport un peu plus protestant à la foi. C'est-à-dire que le salut de l'homme, il est dans ses actes. Il n'est pas dans le fait d'acheter des ordonnances, un clergé et tout. Je dirais oui. Le parallèle est vraiment chelou. Bah oui, désolé, mais c'est juste que j'essaye de comprendre avec des outils qui sont pas du tout adaptés pour comprendre ça. Mais c'est parce que moi, je suis occidental. Donc j'essaye de comprendre. Oui et non, les chiites ont une histoire de rébellion plus proche de protestantisme. Rapport plus protestant, mais pas autant quand même. Ok. Le sunnisme est plus figé. Ah, c'est compliqué. Et figé dans quel sens? Il est plus littéral, genre revenir au texte. Le sunnisme, c'était la religion des puissants sultans. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est plus un truc de noble vis-à-vis d'ecclésiaste, quoi. Le parallèle est pertinent. Bah non, du coup. C'est principalement une question de succession. Les sunnites pensent que le successeur est le meilleur d'entre nous, alors que les chiites lient la succession à la descendance du prophète. Ah! En fait, tu veux dire que les sultans, tout ça... Ah, attends. Oui, en fait, c'est comme si chez nous, on avait une guerre entre les laïcs et leur descendance divine. Et en tant qu'empereur, en tant que monarque et tout ça. Et en face, on aurait l'église qui valorise le fait d'avoir le pouvoir, elle, et pas les autres. Les gens en train de la hype, 1 minute 20, s'il vous plaît. Soutenez la chaîne, s'il vous plaît. Hein. J'en peux plus. Hein. Merci, Rousse du 42. Merci pour le sub offert. Soutenez cette chaîne par pitié. Hein. Leur croyance repose sur l'idée que l'imama
la fonction de guide spirituel doit être réservée à la descendance directe du prophète, en commençant par Ali, son cousin et son gendre. Ok. D'accord. Ah, mais du coup, chez les chiites, il y a une classe politique dirigeante religieuse. Merci DJ. Alors j'imagine dans les pays sunnites aussi, mais dans les pays sunnites, c'est un peu plus des dirigeants laïques, en quelque sorte, alors que chez les chiites, c'est vraiment des dirigeants religieux. Les sunnites ont persécuté les chiites parce que la descendance du prophète menaçait leur légitimité religieuse, de ce que j'ai compris. Mais les sunnites seront pas d'accord pour dire ça, je crois. Ouais, ok. Ouais, c'est marrant, parce qu'en Europe, il y a eu un peu des trucs comme ça. Putain, 20 secondes, le train live, c'est fini. Personne me soutient, c'est fini, en fait, cette chaîne n'intéresse plus personne. Je n'intéresse plus personne. On est marre de faire des caca boudins pour un train live, hein, j'en peux plus. Les chiites, quant à eux, pensent que le successeur légitime du prophète devrait être un membre de sa famille. Merci Mordicus! Je reçois des virements USD, même quand je dors. Merci Mordicus, merci beaucoup. Les chiites pensent que le successeur légitime du prophète devrait être un membre de sa famille. Donc oui, c'est un peu plus des... ok. En particulier, Ali, son cousin et gendre. Selon eux, Ali et ses descendants, appelés les imams, sont les seuls à avoir été choisis par Dieu pour diriger la communauté islamique. Le chiisme prend donc racine dans la querelle sur la succession du prophète. Ok. Ok. Ok, je commence à comprendre un peu. Et ça a l'air intéressant. Je me demande jusqu'où ça remonte du coup. Parce que du coup, la rupture sunnite-chiite, elle est dormante depuis très longtemps. Vu que c'est une histoire de succession, ça veut dire qu'on peut déjà faire... Quoi? Merci Petit Anouki pour les 1500 bits. On peut déjà faire remonter ça au premier temps, c'est-à-dire au moment où le prophète meurt. Alors je sais plus s'il meurt là, il attache son cheval et des trucs comme ça là. Moi je connais pas bien l'histoire. Mais... Elle est day one après le prophète, ok. Elle est pas si dormante. Bah... Si ça remonte à la guerre de succession après le prophète, c'est quand même un peu dormant, quoi. Il y a toujours eu un peu des débats chez les théologiens, j'imagine, quoi. Elle a jamais été dormante, ça a été un bordel continu depuis la mort du prophète. Ok. Faudrait que j'en apprenne plus. Hein. Mais il y a tellement de choses à apprendre sur ce monde. Hein. Ce monde est si compliqué. Ce monde est tellement compliqué, quoi. Forgé par la volonté de Dieu, hein, ça c'est certain. Mais je suis toujours prudent quand il est question de religion dans la sphère des relations internationales. Elle est très présente, la religion, mais elle est présente davantage de manière instrumentale que de manière essentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans les visions à la Huntington sur le choc des civilisations, le choc des religions. Les religions ne sont pas faites pour se choquer, pour s'entrechoquer. Mais en revanche, l'alibi religieux est probablement le meilleur des instruments politiques qui soient. Pourquoi ? Parce que le discours religieux, c'est de dire ce que je fais répond à une volonté qui me dépasse, qui est surhumaine, qui est celle de Dieu. C'est imparable. Donc tout le monde va manipuler ce genre de choses. Et effectivement, on voit la manipulation... Oui, bah comme nos monarques chrétiens à une époque, quoi. Du message biblique par Israël, on voit la manipulation des messages musulmans à l'intérieur de l'islam, on voit effectivement ce rôle propre au chiisme et propre au sunnisme, qui quelquefois s'efface totalement. On oublie que le Hamas et le Hezbollah, l'un est sunnite et l'autre est chiite, et en même temps, les commentateurs nous disent qu'ils sont alliés. Sur le terrain, sur le champ de bataille syrien, ils étaient opposés. Donc tout ça est très très compliqué. Oui, c'est compliqué, oui. Tout ça est très instable, et tout ça est instable. Merci pour le sub offert à Emeter, merci beaucoup. Train la hype 40%, 2 minutes 30, oui. Mais même aujourd'hui, Moufette, CF la Russie. De quoi? Les sunnites, c'est les Uchiwa, et les chiites, c'est les Senju, pour ceux qui n'ont pas compris. Ok. Instrumentalisé par une volonté politique. La volonté politique, c'est celle que j'exposais tout à l'heure. Alors, le régime iranien, il est loin d'être tendre, il déteste avec constance l'État d'Israël, qui le lui rend bien, mais finalement, lui et le Hezbollah libanais ont joué d'une certaine manière la carte de la retenue pendant des mois. Et là, il se déchaîne. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait hier et pourquoi le fait-il aujourd'hui ?
Alors, je ne sais pas s'il le fait aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il le fait Il y a aujourd'hui. quand même eu Il y a eu missiles, une action très une importante. action massive, plus massive. 180 missiles, c'est plus important que ce qui avait été tiré en avril et qui avait déjà retenu les chroniques. Mais réfléchissons. Le tir de missiles d'il y a quelques heures, qu'il y a quelques jours. Ça me fascine et ça me terrifie que les religions monothéistes puissent encore intéresser au-delà du pur intérêt historique. J'aime pas du tout ton avis. En fait, moi je pars du principe que ce qui fait peuple, ce qui fait population, ce qui fait communauté, ce qui fait patrie, c'est la ritualisation de la vie. Et la ritualisation, ça veut pas forcément dire des trucs hyper chiants, hyper coercitifs. Hein. Je veux dire, tout simplement, aller au bar avec ses potes, c'est un rituel. C'est un rituel culturel. On se reconnaît dans un rituel, on a des images historiquement de ce que c'est que d'aller au bar. On continue de faire cette tradition d'aller au bar. Et nos enfants auront probablement envie d'aller au bar avec leurs potes. Tu vois ? Pour moi, la religion monothéiste, là où elle a quelque chose de très puissant pour les gens, c'est qu'elle permet de faire communauté. Dans tout un ensemble de rituels. C'est ça qui compte aussi. Donc c'est pour ça qu'elle intéresse. Elle intéresse parce qu'elle fait communauté. Genre elle fait sociabilité en fait. Genre c'est logique. C'est la force de la religion. Ok Bourdieu, bah désolé, c'est vrai. Train de la hype niveau 5. Hein. En attendant, ici il y a un rituel, c'est de donner quand il y a un train de la hype, mais ça y est, j'ai compris que vous allez faire un schisme. Hein. Vous allez faire un schisme, il y en a ils vont donner, il y en a ils vont plus donner, j'ai compris. Chacun savait qu'il ne serait pas destructeur. Avis intéressant. Mais c'est pas un avis... comment dire ? C'est pas un avis nouveau. Hein. Je veux dire, c'est un avis... comment il s'appelle c'est Lao Tzu. Non, c'est pas Lao Tzu. En Chine. Qui parle beaucoup de ça. Qui parle de la manière de mettre en place des rituels pour fédérer une population. Merci Rousse du 42 pour le sub offert à Arménie, camarade. C'est pas un avis, c'est la réalité. Bah oui. Confucius, pardon, oui, Confucius. Oui, c'est Confucius. Je pensais à Lao Tzu. Désolé, je connais mal le lore chinois. Oui, Confucius qui parle beaucoup de cette idée du rituel comme étant fédérateur et tout ça. Et après, là, c'est intéressant. Il y en a dans ce que j'ai étudié sur la Renaissance, il y a aussi des gens qui pensent comme ça. Est-ce que c'est Erasme ? C'est pas Erasme qui en parle ? Je sais plus. Bref. Que jour, chacun savait... Machiavel, ouais, c'est possible. Qu'il ne serait pas destructeur. Chacun savait que le fameux dôme de fer... C'est peut-être pas la seule manière ni la meilleure. Bah, comment dire ? Les rituels peuvent complètement se passer de la religion. Je veux dire, regardez, on est dans un pays avec des tas de rituels républicains, nationalistes et compagnie. Il n'y a pas de religion là-dedans. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour un drapeau et pour une hymne nationale et des trucs comme ça. C'est bien qu'il y a aussi une force dans l'entité nationale. L'entité nationale, en termes de ritualisation et tout ça, a pu prendre le pas aussi sur la religion. La laïcité républicaine et tout, elle vient de là aussi, quoi. C'est que l'État a remplacé dans ses fonctions ritualisées ce que la religion faisait avant. Le fascisme, c'est hyper ritualisé aussi. Oui, les grands défilés, les statues, le culte de la personnalité, les symboles, bien sûr. Le fait même que les religions aient une telle importance est parlant en soi. Oui, bon, après moi j'ai un avis peut-être un peu bébête, mais moi je pense que la religion, à la base, si elle est aussi importante, c'est par... C'est ça, non ? Ultra crépidarianisme, sur confiance, ce biais cognitif désigne le fait que c'est moins qualifié dans un... Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on dit. En gros, c'est parce que l'être humain, en fait, je le vois un peu comme ça philosophiquement, l'être humain ne peut jamais se contenter de laisser des vides dans sa compréhension du monde. C'est-à-dire qu'un être humain, s'il comprend pas un phénomène, il va forcément essayer de lui donner du sens. Parce que s'il n'arrive pas à donner du sens à un phénomène, alors il n'observe pas le phénomène, tout simplement. Holistique, ah oui, il me semble que c'est ça. Oui. Truc comme ça, oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais du coup, ça veut dire que, genre, je sais pas moi, les premiers hommes, si jamais il y avait un orage, ils pouvaient pas se contenter de se dire
Ah, il y a des trucs brillants qui sortent du ciel et ça fait du bruit. En fait, t'es un être humain, t'es pas capable de juste observer quelque chose et te contenter de pas mettre du sens derrière. T'es obligé de te dire, ah bah il y a peut-être un dieu, il est en colère contre moi, ou alors est-ce que c'est les esprits des anciens qui se déchaînent. Voilà. Et donc le monde a été rempli de couches de sens permettant d'interpréter les choses et tout ça. Et évidemment, la méthode scientifique met un peu à mal cet ordre spirituel, parce qu'elle apporte des réponses différentes. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a la méthode scientifique et il y a le scientisme. De la même manière qu'au niveau de la laïcité, l'État républicain a pris une place dans les rituels, le scientisme a pris aussi une place de religion. Et par le scientisme, j'entends les gens qui parlent de science sans être formés à la méthode scientifique et qui croient en son autorité. Voilà, qui partent du principe que la science fait autorité. Et ils jouent de cette autorité individuellement pour essayer d'avoir de l'autorité sur les autres, mais aussi ce sont des gens qui sont très 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 sensibles au discours scientifique, à ces symboles et ces représentations, et qui peuvent se faire gaslight très facilement. Très 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 facilement. Il suffit de leur mettre, je sais pas moi, un Aberkan, un mec qui rend un peu bien et qui te dit qu'il a 2-3 diplômes, et ça y est, ils peuvent se faire baiser complètement. Tu peux leur raconter n'importe quoi, ils vont y croire parce qu'il y a un mec qui a dit qu'il était professeur, qui a fait l'université et tout ça. Et voilà, et c'est ça le scientisme. C'est que les gens, en fait, ils manquent de méthode, mais pourtant ils croient en la science. Il y a bien une histoire de croyance, tu vois. Les bandeurs de Z. Bah, les bandeurs de Z, soit ils deviennent bons, soit ils se contentent de faire ça pour avoir du pouvoir et ils sont juste mauvais, en fait. Ceux qui disent que Pluton était une planète. Hein? Ouais, les religions de nos jours, ça fait longtemps qu'on aurait dû les laisser de côté. Je suis pas d'accord. Ah, je viens d'expliquer le truc des rituels, des machins, des trucs. La spiritualité, c'est hyper important, les gens. En fait, moi, j'aime pas ça. Je comprends la spiritualité, moi. Moi, j'avais une daronne, elle était pas religieuse. Par contre, elle tirait les cartes. Elle aimait, quand elle était jeune, elle faisait du Ouija et elle croyait à l'existence des esprits. Ma daronne, elle était comme ça. Alors, elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas quoi que ce soit, mais c'était sa manière à elle de cope. C'était sa manière à elle de trouver de la spiritualité dans ce qu'elle vivait. Je veux dire, la vie est pauvre, en fait, aussi, quand tu t'émerveilles pas un peu. Moi, je trouve la spiritualité fait partie de l'imagination, fait partie de l'émerveillement. Donc, moi, je comprends les religieux. Je comprends la manière dont ils mettent de l'émerveillement dans leur vie, en fait. Et pour moi, tu deviens religieux parce que tu demandes à Kevin de te mettre des paillettes dans ta vie. C'est comme ça. Tu vas voir l'imam, tu lui dis, mets-moi des paillettes dans ma vie, en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est un peu ça. Je comprends cette démarche. J'ai besoin, enfin, je comprends. Voire même, moi, je peux être sensible à ça. Pour être sensible à la religion. La différence, c'est que j'ai déjà une sensibilité spirituelle, donc je me sens pas avoir besoin d'aller devenir religieuse, quoi. Tu peux être anticlérical sans être laïcarde, oui. Bah, anticlérical, c'est bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut pas dire anti-religion, hein. Ça veut pas dire athée, hein. Anticlérical, ça veut dire anti-ecclésiastique. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, un protestant est anticlérical. Logiquement. Bref. Chacun savait qu'il ne serait pas destructeur. Chacun savait que le fameux dôme de fer donnerait à cette action une dimension spectaculaire, une dimension de crédibilité. C'est-à-dire, il faut savoir... La foi n'est pas égale à la religion aussi, oui. Ah oui. Je veux dire, il y a des gens qui sont religieux. Je sais pas moi, il y a des musulmans, au fond, ils y croient pas du tout. Mais ils habitent dans un pays musulman, ils font ce que les darons font, et ils passent leur vie à ne pas respecter du tout ce que la religion leur dit. Mais ils sont religieux. Pas pareil que d'avoir la foi. Effectivement, lancer des missiles, et qui ne sont pas n'importe quel missile, sur un territoire qui n'est pas un territoire immédiatement voisin. Donc tout ceci valorise effectivement la réputation et la crédibilité de l'Iran auprès de ses alliés et d'une façon générale dans la région. Il ne faut pas oublier que l'un des principes fondamentaux de la politique étrangère iranienne, c'est d'être reconnu comme puissance régionale. Si l'Iran n'avait pas réagi à l'assassinat de Haniyeh et à celui de Cheikh Nasrallah, il aurait perdu cette réputation et en même temps cette capacité de puissance régionale. Mais la manière dont les choses se sont déroulées faisait que, sauf accident, tu vois, je dis sauf accident, il n'y aurait pas de désastre sur le sol israélien. Maintenant, la vraie question,
c'est comment les Israéliens vont vouloir interpréter cette action. Est-ce qu'ils vont vouloir la... Ça, c'est vrai, on n'a pas encore de retour. Enfin, j'aimerais bien demander déjà à quelqu'un comme Borenkrot et tout ça. Comment réagit la population, là, en ce moment, israélienne à l'invasion du Liban? Comment ils se positionnent? Dramatisé pour avoir ainsi le prétexte de cette action militaire offensive contre l'Iran, ce dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire, ils vont considérer plus profitable de montrer que décidément leur technologie est supérieure à celle de ses voisins barbares ou semi-barbares, et donc considérer qu'ils n'ont pas à répondre. Tu te rends compte que là, c'est accéléré? Oussem, t'es un bâtard. Je te promets, quand tu seras à l'EHPAD, je viendrai me moquer de toi, je te cracherai dessus dans ta chaise roulante, là. Ils vont considérer plus profitable de montrer que décidément leur technologie est supérieure à celle de ses voisins barbares ou semi-barbares, et donc considérer qu'ils n'ont pas à répliquer. Ils ont déjà annoncé qu'ils répliqueraient. On ne sait pas quelle sera la force, la puissance de cette réplique. C'est ça qu'il va falloir suivre. L'enjeu pour l'Iran, il est peut-être aussi interne. On a parlé des enjeux internes en Israël avec Netanyahou, mais le régime iranien, beaucoup d'analystes le disent, menacé d'implosion, avec des contradictions internes certaines, avec une population qui est plutôt défiante par rapport à lui, et donc quelque part se découvrir dans une forme de guerre à destination de l'étranger pourrait aussi être un risque interne, non? Je crois qu'il faut voir la chose de manière plus globale. Je pense qu'on a très mal analysé l'événement qui a été l'élection de Massoud Pezeshkian comme nouveau président de... Alors là, je suis complètement perdu. Ah oui, non, c'est le nouveau président de l'Iran. Attendez. Analyser l'événement qui a été l'élection de Massoud Pezeshkian comme nouveau président de la République islamique d'Iran. Oui. Pourquoi? Parce que chacun sait. Donc c'est ce que je disais, moi. J'ai dit que c'était passé à un réformateur, un peu. Il va en parler. Comme nouveau président de la République islamique d'Iran. Pourquoi? Parce que chacun sait qu'en Iran, le maître, c'est le guide suprême. L'ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. Oui. Et il y avait en finale, pour pas parler des étapes précédentes, deux candidats, l'un qui était de la même sensibilité ultra-conservatrice que Khamenei, il s'agissait de M. Jalili, et un autre, Pezeshkian, qui était réputé réformateur, partisan d'une politique d'ouverture. Et c'est lui qui a gagné. Pourquoi le guide suprême a-t-il laissé le réformateur se faire élire? Bah oui, dans un pays comme celui-là, où on peut facilement truquer les élections, on peut faire de la répression, pourquoi ce choix? C'est vrai, hein, parce qu'au final, c'est presque un choix, en fait, délibéré. Ou alors, le truc leur a filé entre les mains, mais ça m'étonnerait, quoi. À la place de l'ultra-conservateur. Ça aurait été très simple d'élire Jalili. Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'était en train de s'élaborer, et c'était pas du jour de ces élections. Le phénomène, je crois, a commencé quelques semaines, voire quelques mois auparavant, une nouvelle stratégie, où, effectivement, tu as raison, le régime a tiré les conséquences d'une impopularité croissante, et qui a été particulièrement avivée par les massacres de l'automne 2022, et l'assassinat de Mahsa Amini. Oui, parce qu'il faut dire, hein, l'Iran... Je veux dire, ils doivent tenir leur population qui se plaint du blocus, qui est là depuis des années. Enfin, c'est pas facile à tenir, hein, comme situation politique. Très souvent, sur le plan international, quand on discute, on oublie en fait la politique interne des pays, le fait qu'ils aient littéralement une population à maîtriser, quoi. Parce que la situation économique est catastrophique, et donc, pour au moins ces deux raisons et beaucoup d'autres, le régime et le guide ont considéré qu'il était indispensable d'avoir une politique systémique, j'appellerais systémique, c'est-à-dire d'ouverture sur le monde et de tenter de réguler, par connivence avec d'autres acteurs de la scène mondiale, la crise régionale. Et de ce point de vue, beaucoup de contacts ont été c'est mal barré. Établis avec les États-Unis. On le sait, ça. Et ces contacts portaient notamment sur la non-réplique. Ça aussi, c'est quelque chose de documenté maintenant. Et je crois que c'est pas une question de tendance au sein de la République islamique, c'est une question de régulation. Pour faire face à une situation extrêmement difficile, mieux vaut jouer la carte de l'ouverture du système politique iranien sur le monde. Et quand on voit l'activisme qui a été celui de Pezeshkian aux Nations Unies la semaine dernière, par exemple, on voit à quel point cette diplomatie est active. Alors on constate aujourd'hui une forme de supériorité militaire d'Israël dans la région, mais ce rapport de force peut-il être demain un facteur de paix ou plus sûrement d'humiliation et de formes plus sournoises de guerre? On pense naturellement au terrorisme. Eh bien, c'est très bien posé, parce que finalement, la puissance aujourd'hui, elle est intacte,
peut-être même renforcé dans ses capacités de destruction. On l'a vu à Gaza. Oui. Mais on le voit dans toute forme de guerre qu'on appelle asymétrique, où le puissant peut continuer à faire très mal. Mais en revanche, la puissance a perdu sa vertu politique. C'est-à-dire, on peut détruire Oui, là, Israël tient pas sa population, quoi. sans que cette destruction permette de construire un ordre politique qui vous est plus favorable. Bah c'est oui. ça la contradiction majeure. Destruction pure et simple. Et c'est une vieille histoire qui remonte aux guerres de décolonisation. La France a gagné la bataille d'Alger. La France a fait pas mal de mal dans cette guerre de décolonisation. Mais finalement, c'est le faible qui a gagné. Et on pourrait ainsi continuer. C'est-à-dire, Israël a une capacité intacte et même renforcée de détruire et de tuer, mais pour autant, une capacité sans cesse en régression de construire un ordre politique qui soit enfin conforme à ses vœux. Donc ce qui me fait peur dans une guerre de cette nature, c'est qu'elle risque d'être extrêmement destructrice. Bah oui. C'est-à-dire que quand t'as aucune opportunité pour essayer de construire un truc favorable, apaisé, sur le terrain dans lequel t'es venu t'installer, tuer, semer la panique, c'est que bah, le génocide saute aux yeux comme l'une des seules options pour pouvoir pacifier un territoire. Alors pacifier entre guillemets, hein. Une pacification unilatérale. Hein. Mais voilà, c'est terrifiant quoi. Mais de toute façon, on sait par avance qu'elle ne débouchera sur rien. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que dans mon livre que tu as la gentillesse de citer, je dis il est temps de retourner à la paix positive pour comprendre que la paix, c'est pas la non-guerre, c'est pas la trêve, c'est reconstruire un ordre en passant par d'autres chemins que ceux de la puissance. Alors, on a l'impression que la France est à la fois plus équilibrée d'un point de vue théorique que les États-Unis, y compris dans cette nouvelle séquence, et qu'elle est tout de même gênée aux entournures quand il faut dire les termes, notamment quand il faut admettre l'agression israélienne sur le Liban. Par exemple, Jean-Noël Barrot, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères du gouvernement Macron-Barnier, il a passé un mauvais quart d'heure au Liban, à Beyrouth, récemment. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Oui. Essaye toujours d'euphémiser. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. Oui. La première question, c'était, pardon ? Pourquoi vous parlez Oh, il est nul, hein. de morts dans des explosions Non. et pas dans des... Si, le premier communiqué qui est sorti a parlé d'une ressortissante française décédée suite à une explosion. J'ai parlé de frappe et avez j'ai parlé pas de problème à parler de bombardement. Très bien. Non mais il fait genre que c'est pas intéressant. Mais les gens, au contraire, c'est très intéressant parce que là, ça parle du gouvernement, mais c'est la même chose dans plein de médias. Dans plein de médias américains, chez nous, des trucs comme ça, très bien. Mais non, mais c'est... En fait, il est un peu en mode, ouais, c'est une question de merde. Mais en fait, ça serait une question de merde s'il y avait que ce gars-là qui aurait fait l'erreur. Et dans ces cas-là, on pourrait lui prêter le truc de l'erreur. Mais non, c'est une stratégie très globale. Enfin, c'est... Dans les pays occidentaux, le traitement de l'information, c'est qu'à chaque fois que c'est Israël qui envoie des bombes et tout ça, on euphémise. On euphémise. Par exemple, le titre, ça va être « Au Liban, les explosions font des ravages ». Ou alors, au Liban, au Liban, les gens s'enfuient car leur ville est détruite. Voilà. Par contre, si c'est l'Iran qui tire des bombes, le titre, ça va être l'Iran tire des bombes et déclare la guerre ouverte à Israël. Voilà. C'est-à-dire qu'on nomme le pays, on dit bien qui a tiré, on dit bien quelle cible a été atteinte, quelle est la conséquence, etc. Là, on a toutes les infos. Alors que dès qu'on parle d'Israël, d'un coup, c'est une euphémisation. Alors c'est très léger hein, comme manière de faire, mais ça a un effet. Ça a un effet parce que je sais pas, moi, quelqu'un qui s'intéresse jamais à la politique, il ouvre un journal une fois, qu'est-ce qu'il voit ? Au Liban, il y a des gens, ils fuient une ville parce qu'il y a la guerre. Peut-être même qu'il fait pas le lien avec Israël. Hein. Peut-être même qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, il fait pas forcément le lien. Il se dit, oh là là, c'est encore le bordel au Moyen-Orient. Israël organise des feux d'artifice pour fêter la paix, voilà. Non mais là, t'abuses, mais bon. Mais voilà, mais donc la question est importante pour ça, quoi. Parce que c'est une tendance générale. Et le fait que le gouvernement s'inscrive dans cette tendance générale, c'est ça, en fait, qui est questionné. Les gens font le lien. Je pense que la plupart des gens font le lien. Mais je pense qu'ils essayent de faire ça au cas où des gens ne feraient pas le lien. Tout est bon à prendre. Je pense que les gens sont pas naïfs. Moi aussi, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la politique de manière aussi vive. Donc des fois, ils sont un peu perdus. Ils dépendent des médias pour essayer d'y comprendre quelque chose. Très bien. C'est exactement pareil pour les faits divers en France.
Bah oui. Quand c'est un blanc qui tue quelqu'un, c'est un déséquilibré. C'est un fou. Alors que quand c'est un arabe, c'est un terroriste, quoi. Alors, c'est quelque chose d'assez paradoxal. La France, finalement, demande une conférence sur le Liban. La France demande à Israël d'arrêter ses incursions. La France demande à l'Iran aussi d'arrêter. Elle essaye de se mettre, dans une situation d'équilibre. Et moi, je me demande comment se positionnent justement les pays qui se sont montrés alliés de la question palestinienne, notamment l'Espagne, récemment, qui avait fait un retournement de veste. Qu'est-ce qu'ils avaient fait exactement ? Ils avaient dit qu'ils reconnaissaient l'État de Palestine, ils étaient en faveur de la création d'un État de Palestine, je sais plus quoi là. Il y avait une histoire comme ça. Comment ils se positionnent ces gens-là vis-à-vis du Liban ? C'est une question que j'ai aussi. Mais la traduction politique. L'Irlande, bah oui, mais après l'Irlande, c'est des vrais militants pour le coup. Oui. Ils essayent de se mettre. Ils ont reconnu l'État de Palestine, ok. Dans une situation d'équilibre, mais la traduction politique, en tout cas la traduction verbale de cet équilibre voulu n'existe pas, en tout cas elle est mal perçue. L'Espagne dépêchera 2 avions militaires pour évacuer ses ressortissants du Liban. Oui, bah ça nous avance pas trop, c'est pas une position politique, Je veux dire, la France peut faire la même chose quand bien même elle soutient Israël. Pour le coup... Alors 3 choses. Alors attendez, il va dire 3 choses. Voulu n'existe pas, en tout cas elle est mal perçue. Alors 3 choses. La première, c'est que lorsqu'on est impuissant, on parle. Et effectivement, la diplomatie française est une diplomatie qui se fait de plus en plus rhétorique, et c'est ça qui m'inquiète. Oui, ça veut dire qu'on ne pèse rien dans la situation, par contre on parle, quoi. C'est-à-dire faire de grandes déclarations pour appeler à la retenue, pour dire qu'on est aux côtés d'eux, pour dire que l'on nous... C'est comme Bruno Le Maire face aux entreprises du CAC 40, quoi, oui. Dira pas, etc. Mais faut se mettre dans la peau d'un Palestinien. Ça fait quand même 76 ans qu'il entend des bonnes paroles. La France a quelques leviers encore sur Israël. Pas tant en termes militaires, puisque là l'essentiel se joue au niveau des États-Unis. Mais par exemple sur le plan commercial. Oui. Sur le plan des relations économiques. On arrête d'importer leurs avocats de merde, là ? Donc là, il y a une capacité, d'aucuns diraient de sanction, ou en tous les cas, de contrainte. Il n'y a pas de passage de la parole... Après, les oranges de Haïfa, c'est quand même bon. Non. Moi, j'aimerais bien les acheter si elles étaient encore palestiniennes. À la sanction. Et c'est là que vient ma deuxième remarque. C'est-à-dire qu'il y a une gêne qui devient extrêmement remarquable dans la classe politique, qui n'ose pas critiquer l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, et qui adhère de manière plus ou moins mécanique à l'idée que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Israël est là pour défendre la civilisation occidentale au Proche-Orient, et en face, c'est les islamistes, donc effectivement, on a intérêt à soutenir la cause occidentale face à la menace islamiste. Ça, c'est une affirmation qui est d'ailleurs reprise à titre principal par l'extrême droite. Oui. Hier, M. Sébastien Chenu disait que la France doit apporter un soutien inconditionnel à Israël. Oui, la position de l'extrême droite, c'est de dire Hamas égale Daesh et Hezbollah égale Hamas, donc égale Daesh. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Plus on se déplace vers la gauche, plus le discours est hésitant. Mais je n'entends pas dans la gauche non plus, au sein de la gauche, un discours extraordinairement clair. Autant dire, il y a un embarras dans le choix des référents. Il y a un embarras. Il y a la gauche qui tremble des genoux parce que ça fait 1 an et ils sont toujours pas formés sur le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a la gauche qui s'est formée sur le sujet et qui essaye d'avancer ses pions. Mais bon, globalement, c'est la France insoumise et on leur crache dessus toute la journée. Donc bon. De la gauche, le discours clair est assimilé à... Moi, je pense qu'on a besoin de Tondelier. Elle va nous parler de douceur et d'apaisement pour le Liban. Elle va dire, moi, je pense que la guerre, c'est une question de douceur et d'apaisement. C'est des gens, ils se sont pas aimés, alors qu'ils devraient se faire des câlins plus souvent et tout. Cet abruti de Roussel. Ah ouais, mais non, mais c'est... au PCF, c'est une catastrophe, hein. Quasiment à l'adhésion à des thèses des mollahs iraniens. Outil-thérapie pour le Liban. Ou à des thèses de Hamas. Par exemple, la France insoumise a plein de problèmes à se faire entendre. Et voilà. Et puis enfin, le troisième problème que je voulais évoquer, qui est extrêmement grave, c'est que... Une question de masculinité toxique. Putain, Lucille Pétavin qui va refaire un post en disant « Les hommes, encore », en montrant une explosion au Liban. La violence des hommes, encore. La France n'a plus aujourd'hui
la capacité diplomatique qu'elle avait hier. Ça s'est éteint brutalement, cette capacité diplomatique de la France au Proche-Orient, en 2003. En 2003, Chirac est plébiscité parce qu'il s'oppose à la guerre américaine en Irak. En juin 2003, Chirac se réconcilie avec les États-Unis et c'en est fini du prestige de la France. La France, maintenant, devient anonyme et inaudible. C'est un vrai paradoxe. Oui, parce que Chirac n'a pas eu le courage de tenir cette position qui, effectivement, était coûteuse, de résister à la puissance américaine. Rappelle-toi le boycott des produits français aux États-Unis, etc. Et à ce moment-là, Chirac s'est brutalement engouffré dans une collaboration étroite, ce qui s'était jamais produite avec les États-Unis dans la gestion du dossier moyen-oriental. C'est la fameuse résolution 1559 qui a été co-rédigée par la France et les États-Unis, ce qui était une nouveauté et qui montrait la fin de cette politique gaullienne au Moyen-Orient. Pays finito, hein. On est devenus des suppôts de Glucksmann. Hein. Sarkozy, Hollande et Macron ont renforcé le trait. En plus, on oublie également que c'est juste après cette affaire irakienne que la France de Jacques Chirac et les États-Unis de Bush ont géré d'une manière assez douteuse le renversement de Jean-Bertrand Aristide à Haïti. Tout à fait. Alors, que vont faire les pays du Sud global? Que vont faire la Russie et la Chine? Est-ce que ce conflit peut faire... Ah, ça, c'est une vraie question, oui. advenir un nouvel ordre régional au Moyen-Orient, le fameux Grand Moyen-Orient rêvé il y a une vingtaine d'années par l'administration Bush et plus largement par les néoconservateurs américains et même européens? Alors, moi, je serais très prudent sur la recomposition parce qu'on ne sait pas encore quels sont les paramètres qui vont décider de cette recomposition. Le boycott du Roquefort et du Pinard, les Américains qui jetaient des produits français dans les égouts. Mais oui, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, on leur produisait du fromage, on leur produisait du vin, des bonnes choses, de la bonne nourriture. Et eux, juste parce qu'ils avaient le seum du lait pasteurisé, là, ils jetaient tout dans les trucs. Non mais, ils connaissent rien à la vie, hein. Sur la recomposition, parce qu'on ne sait On est l'un des meilleurs pays au monde pour la bouffe. On devrait les laisser avec leur fromage de merde en tube, là. On devrait même pas les calculer, hein. pas encore... De toute façon, ils viennent en vacances chez nous pour manger ce qu'on mange, hein. Voilà la vérité. Quels sont les paramètres qui vont décider de cette recomposition? Quand Israël dit le Moyen-Orient va être en feu, je paraphrase, ça veut dire que aujourd'hui la clé pour les dirigeants israéliens, c'est effectivement quelques renversements de régime autour, quelques affaiblissements autour, une sorte d'incursion politique, diplomatique et militaire dans la région. C'est-à-dire que je crois que la principale faute de la diplomatie occidentale, c'est de ne pas avoir vu que la partie qui se jouait au Proche-Orient était en train de recomposer le système international dans la mesure où c'était en situation de redéfinir les identifications des uns et des autres. C'est-à-dire que dans la comparaison entre le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien, beaucoup d'États du Sud ont vu ce fameux double standard dont on parle tant, ont vu également... Ouais, c'est marrant, pour l'Ukraine, ils ont bien cerné, hein. Révéler jour après jour l'impuissance de la puissance, l'incapacité occidentale de garder le fil de contrôle d'un conflit, d'accord, et surtout à libérer les énergies de quantité d'États. Il suffit de regarder le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se sont dit, mais à propos du conflit israélo-palestinien, on peut redéfinir de nouvelles formes, non pas d'alliances, c'est fini les alliances, mais de nouvelles formes d'affinité. Et dans ce contexte, effectivement, le Sud global est le grand gagnant. Moi, c'est un des points que je développe dans mon livre, c'est-à-dire que nous autres occidentaux, nous avons eu une confiance aveugle dans les vertus de la guerre parce que pendant 4 siècles, la guerre nous a permis de tailler le monde à notre image, ou en tous les cas à l'image de ce que nous voulions. Et c'est ça qui a fait la popularité de la guerre et qui a fait oublier l'art de la paix. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que la guerre ne tient plus ses promesses, on voit que les acteurs s'émancipent de ces disciplines d'hier. Et les acteurs en Afrique, les acteurs en Asie, au Moyen-Orient, voire en Amérique latine, etc. Et que, du coup, la guerre n'étant plus en mesure de rétablir l'ordre voulu par les Occidentaux, eh bien, cet ordre est en train de filer entre les doigts des diplomaties occidentales. Ah, elles détiennent plus le monopole de la respectabilité, je ne sais pas comment... C'est la raison pour laquelle j'explique qu'il faut inventer cet art de la paix pour reconfigurer l'ordre international. C'est la première fois depuis la paix de Westphalie 1648 que les guerres ne sont plus capables de redessiner la figure du monde. Peut-être qu'ils se disent que... Rien compris, ouais, c'est un peu... oui.
petite guerre, un rapport de force amélioré peut permettre justement d'aller à la table de négociation et de bâtir une paix. Mais où cela s'est-il produit? Où d'abord avons-nous vu une négociation se réaliser, s'accomplir et modifier l'ordre international depuis 1856, depuis le traité de Paris qui a mis fin à la guerre de Crimée. Il n'y a pas eu de négociation à la fin de la Première Guerre mondiale, seulement négociation entre vainqueurs. Il n'y a pas eu du tout de négociation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu tout un tas de négociations bizarres depuis 1945 qui n'ont jamais rien redéfini de solide. Ça prouve quoi? Ça prouve que la négociation qui autrefois obéissait à la matrice guerrière, aujourd'hui ne répond plus, n'a plus cet effet de prolongement de la victoire. La négociation, c'était ce qui permettait aux vainqueurs d'imposer le plus possible de ce qu'ils souhaitaient aux vaincus. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Et comme ça ne marche plus comme ça, il faut savoir refaire le monde par d'autres voies, c'est ce que j'appelle l'art de la paix, c'est-à-dire construire un ordre international non plus au gré... Je suis curieuse de son bouquin, du coup. Après, c'est pas le premier bouquin que j'aurais envie de lire, hein, j'avoue. Je me demande ce qu'il dit dedans, quoi. Un bouquin pour Cassandre, ça. Des canons, mais au gré de la redécouverte des vertus d'humanité, c'est-à-dire des grands défis planétaires et des grands problèmes humains, des grands problèmes sociaux auxquels l'humanité est confrontée. En tout cas, merci Bertrand. L'art de la paix de Bertrand Badi, c'est aux éditions Flammarion. Par contre, on dirait vraiment un bouquin sur la méditation. Je trouve la devanture quand même, bon... on sait pas trop, on comprend pas. Hein. Bon, après, l'art de la guerre de Sun Tzu, voilà, c'est un livre très intéressant, donc vous pouvez commander. La DA est pas ouf. Hein. Chez votre libraire et aussi sur les librairies numériques, si le cœur vous en dit. Merci Bertrand. Et nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde. Oui, bah c'était bien d'écouter un peu Bertrand Badi. Voilà, désolé les vieux manzouz, mais je voulais écouter Bertrand Badi. Ça m'a fait plaisir de revoir le vieux du Moyen-Orient.